Aujourd'hui, on s'attaque à la plus grande mathématicienne de tous les temps, la reine en la matière. De ce fait, cette vidéo est assez longue. Car oui, cette mathématicienne que je vais vous révéler dans un instant est littéralement le pilier fondateur et principal de la géométrie et de la mécanique. Et elle est aussi en quelque sorte la créatrice de la physique et de la chimie. Et oui, et de plus et pas des moindres, c'est grâce à nul autre qu'elle que l'intégralité des scientifiques sont nés. Que l'expérimentation comme principe scientifique a été mise en place, mais également, c'est grâce à elle que vous êtes là aujourd'hui en train de regarder cette vidéo. Oui, je sais, ça fait beaucoup, et si vous vous y connaissez en maths, vous allez me dire que je mens et que c'est n'importe quoi. Eh bien, laissez-moi vous la présenter. Laissez-moi vous présenter sa voix. Laissez-moi vous présenter son odeur. Laissez-moi vous présenter Mère Nature, la reine des mathématiques. Mère Nature est donc, oui, selon moi, la plus grande mathématicienne de tous les temps. Bon, j'aimerais donc après cette affirmation qui aura créé de nombreuses réticences, clarifier 2 points. Premièrement, certains me diront que l'on n'a pas découvert, mais qu'on a créé les mathématiques. Eh bien, vous dirais-je, peu importe. Si l'on a découvert les maths, alors la nature en est la créatrice, et donc de ce fait, la mathématicienne par excellence, c'est bien elle. Et dans le deuxième cas, si l'on a créé les maths, l'endroit dans lequel s'appliquent le plus les mathématiques, c'est tout simplement la nature. Donc bon, selon moi, peu importe la philosophie des maths que l'on a, la nature reste omniprésente, mais également le centre de toutes les découvertes mathématiques. Mais bon, nous reviendrons sur tout cela dans le déroulement de la vidéo. Secondement, j'aimerais éclaircir ce que je sous-entends par le terme de nature. Car oui, la nature peut se définir d'un point de vue scientifique, d'un point de vue métaphysique ou d'un point de vue ontologique. Une des définitions philosophiques qui m'a beaucoup plu et que j'ai pu rencontrer de nombreuses fois au cours de la recherche que j'ai menée pour le script de cette vidéo, c'est l'ensemble des expériences qu'il nous est possible de faire. Cette définition est assez large et englobe énormément de domaines, ce qui me paraissait intéressant pour entreprendre la nature sous toutes ses facettes. Si la nature, c'est ce qui est naturel, c'est donc alors tous les événements qui se produisent naturellement dans l'univers. Donc l'objet d'étude que j'appelle nature se résume entre autres à l'espace dans lequel se produisent toutes les lois de la nature. Peu importe si ces lois ont été trouvées ou créées. Maintenant ces points clarifiés et le domaine d'étude de la vidéo précisé, rentrons dans le vif du sujet. La vidéo d'aujourd'hui sera à mi-chemin entre mathématiques et philosophie. Car si dans un premier temps, j'aimerais vous présenter l'omniprésence de la mathématique au sein de la nature, et j'entends par là la nature au sens large du terme, j'aimerais par la suite que l'on se questionne sur la place des sciences dans la nature. Mais également, que sont ces sciences? Sont-elles une découverte ou une création? Cela étant dit, commençons. La nature est remplie de courbes, et toutes les courbes sont des modélisations mathématiques. Cependant, outre ce point, certaines courbes semblent être presque omniprésentes au sein de la faune et de la flore. Notamment la courbe de Fibonacci, qui est une courbe qui se crée grâce à la suite de Fibonacci. Alors cette suite est très simple, elle s'obtient en additionnant les deux termes précédents, c'est-à-dire si l'on commence avec un 0 et un 1. À partir de là, pour créer les chiffres suivants de la suite, il suffit d'additionner les deux précédents, c'est-à-dire que le troisième terme sera 1. Le terme suivant sera 1 plus 1, soit 2. Et ainsi de suite, on trouvera 3, 5, 8, 13, etc. Maintenant, tracez des carrés avec pour longueur de côté les chiffres que l'on a trouvés dans la suite de Fibonacci. Cela nous donnera ce pattern. Enfin, et dernière étape, il nous suffit juste de tracer des arcs de cercle avec pour rayon le côté des carrés, de façon à tracer une spirale comme ceci. Finalement, voici la courbe de Fibonacci. Alors,
Pourquoi cette courbe est partout dans la nature? Est-ce dû à certaines lois physiques? Est-ce une coïncidence ou bien un signe mystique? Est-ce que nous voyons cette courbe seulement parce que nous avons envie de la voir? Je suis sûr que vous vous posez ce genre de questions et vous avez raison de le faire. Vous avez raison d'être dubitatif face aux différents objets mathématiques se trouvant dans la nature que je vais vous présenter. Mais pas de panique, on répondra à toutes ces questions plus philosophiques dans la dernière partie de cette vidéo. Pour l'instant, continuons à observer l'aspect mathématique de la nature. Car oui, une partie entière de la géométrie se consacre exclusivement à certaines formes que l'on appelle fractales. J'ai fait toute une vidéo dessus, mais pour faire extrêmement simple, les fractales ce sont des objets géométriques qui répètent le même pattern à l'infini. Et plus largement, dans le langage courant, on peut parler de courbes ou d'objets fractales quand on a un pattern qui se répète énormément de fois, comme sur les choux romanesques, sur les vagues de ce tableau, enfin bref, un peu partout dans la nature, ici, là ou encore ici. Et ça en devient presque perturbant parce que tous ces fractales semblent être d'une complexité hors norme et pourtant représentent la norme de la faune et la flore. Car oui, nos organes sont des fractales, ces fougères, ces flocons de neige ou encore ces littoraux sont également des fractales. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, nous allons parler de la notion de nature au sens large du terme. Et quand on prend un petit peu de recul, entre guillemets, et que l'on observe l'univers, tout semble représenter un pattern, un schéma, une sorte de suite itérée de figures et de compositions. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais me semble avoir un air familier. Pareil pour ces galaxies et ces tournesols, ou le tourbillon des planètes et cette valse de particules. Cependant, au-delà de ces figures qui peuvent vous paraître complexes, la géométrie est plus qu'omniprésente dans la nature. Ou devrais-je dire, peut-être que la nature est plus qu'omniprésente dans la géométrie. Peu importe. Translation, symétrie, courbe, axe, la nature est descriptible. Elle suit des règles bien précises et ses formes, bien que semblant hasardeuses, ne sont guère aléatoires. En d'autres termes, la nature est mathématisable. Ou encore une autre fois, devrais-je dire, les mathématiques sont naturelles. Pi, le nombre d'or ou encore la constante d'Euler font partie de ces nombres assez particuliers qui semblent être à l'origine de toute quantification et toute structuration universelle. Ce papillon, ces cristaux de glace, toute cette faune et cette flore n'ont en aucune manière des structures et des formes dues au hasard. Toutes sont issues d'évolutions méticuleuses, de génétique infiniment précise et autres magies mathématiques. Que la cause soit divine, mystique, statistique, ou un peu de tout cela à la fois, la nature est mathématique et la mathématique est nature. Que ce soit au niveau de ces coquillages, mollusques et galaxies dont la spirale traduit une fonction logarithmique, que ce soit toutes ces ondes mécaniques ou électromagnétiques qui suivent à la perfection les courbes sinusoïdales, ou bien encore ces formations géologiques ou ces alvéoles présentes dans les ruches d'abeilles qui suivent extraordinairement bien le pattern de formes géométriques de polygones réguliers. De plus, la mathématique n'est pas que des visuels et ne se traduit pas qu'à la surface des objets. Effectivement, cette science reine décrit les choses dans leur aspect le plus fondamental et nous permet d'avoir une compréhension intrinsèque de ce qui nous entoure. Mais la mathématique, comme toute science, permet de nous expliquer le passé et de déterminer l'avenir. Et si toute cette nature que nous avons mis en peinture de manière mathématique dans la première partie suit toutes ces lois géométriques, c'est avant tout parce qu'elle suit des lois algébriques, ou plutôt devrais-je dire des lois physiques. Ces lois ne sont autres que celles que l'on vous apprend en primaire, ou un peu plus tard au collège et au lycée, dans vos cours de physique-chimie, biologie et autres sciences académiques. Si ces galaxies suivent une loi logarithmique, c'est avant tout grâce aux lois gravitationnelles. De plus, si la nature est comme ça, c'est avant tout parce qu'elle suit des modèles mathématiques. Les modèles de croissance, ou encore les réseaux naturels, sont des façons mathématiques de se rendre compte que dans la nature, tout semble être une suite de cause à effet déterminée. La croissance des populations et des organismes peuvent se représenter mathématiquement très simplement. La poussée des arbres sont toutes ces caractéristiques de la nature qui semblent être définies d'un point de vue mathématique. Et visiblement, le hasard n'y a pas sa place. On peut également observer les réseaux naturels,
que ce soit les réseaux de neurones, les réseaux mycéliens ou encore les réseaux fluviaux. Toutes ces connexions sont descriptibles grâce aux mêmes applications des théories des graphes et des réseaux. Ces interconnexions naturelles, qui ont un impact sur l'avenir des systèmes de la nature, de par leur efficacité, ne sont d'un point de vue mathématique qu'une suite de paramètres, permettant, telle une boule de cristal, de prédire le futur. En outre, la forme, la structure et l'évolution de la nature, au sens large du terme je le rappelle, sont objets de nombreux domaines d'études scientifiques et de nombreuses branches des mathématiques. Mais cette omniprésence mathématique nous pousse à nous poser des questions. Les mathématiques sont-elles une découverte ou une création? Les mathématiques sont-elles alors source de vérité absolue? Jusqu'où les sciences peuvent-elles décrire la nature et l'univers? Les sciences s'opposent-elles aux dieux? Et plus largement, quel est le rôle des maths dans l'univers? Dans la suite de cette vidéo, nous allons esquisser quelques pistes de réponse. Et tout ce que je dirai sera évidemment subjectif, et je n'ai aucune légitimité à parler de cela plus qu'un autre. Mais en même temps, qui peut être légitime à parler de sujets aussi profonds et aussi grands que ceux dont on va traiter? Enfin bref, à mon humble avis, et même si je suis persuadé de ne pas être la personne la mieux placée, je pense toutefois qu'ouvrir ce genre de débat philosophico-mathématique est une bonne chose. Sur ce, et si vous me le permettez, continuons. Newton, Descartes, Galilée, Kepler, Einstein, Lavoisier, tous ces noms nous sont familiers. Tant leurs théorèmes sont utiles et omniprésents dans la science, ces scientifiques nous ont permis de comprendre la nature autrement que par la volonté mystérieuse d'un être supérieur. Si la mathématique n'enlève en aucun cas l'hypothèse de l'existence d'un dieu, celle-ci nous dit néanmoins que toutes ces actions universelles, probablement divines, peuvent nous être compréhensibles, que les liens de cause à effet universels sont prédictibles, que la substance immatérielle et macroscopique de notre univers est descriptible. En d'autres termes, si les maths ne nous disent pas pourquoi les choses sont comme ça, elles nous disent tout au moins comment les choses sont. Car si oui, les sciences nous expliquent que l'homme ressemble à ça aujourd'hui, grâce aux théories darwiniennes, si oui, les sciences et en grande partie les mathématiques de la manière la plus rigoureuse et la plus fondamentale possible, comment les phénomènes subviennent, les sciences ne nous expliquent pas pourquoi ces choses subviennent. Les sciences nous disent que dans l'univers, les choses évoluent, que l'entropie s'accroît et l'énergie tend à diminuer, que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais les sciences ne nous disent pas pourquoi l'univers s'est accordé à faire en sorte que les choses soient ainsi. Bien sûr, toutes ces vérités sont par définition vraies, mais pourquoi le sont-elles? Et si l'on gobe tous ces faits scientifiques sans vraiment brancher, c'est parce que ces faits nous sont bien utiles. Mais pourquoi sont-ils ainsi? Par exemple, la gravité nous explique que oui, les objets s'attirent, et ce proportionnellement à leur masse et inversement proportionnellement au carré de leur distance. Cependant, il est légitime de se demander pourquoi l'univers a voulu que les choses soient ainsi. Ces questions sont sans réponse, et je trouve ça assez beau, et en même temps terrifiant à admettre. Nous sommes des Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire des hommes qui savent qu'ils savent. Autrement dit, nous avons pris conscience de nous-mêmes, et nous avons pris conscience de nos connaissances. Et si nous savons que nous savons, indubitablement, cela implique que nous savons que nous ne savons pas, que nous ne savons pas grand-chose sur l'univers, et même sur nous. Nous avons la chance de posséder un entendement, une conscience de soi, mais nous savons également que cet entendement est limité, spatialement, temporellement, bref, pour faire plus général, notre entendement est limité dimensionnellement. Nous sommes bloqués entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Nous ne prédisons pas à la perfection le futur et ne connaissons pas exactement le passé. En bref, le concept de temps lui-même semble nous échapper. Quant au reste de nos pseudo-connaissances, nous ne les maîtrisons guère plus. Et tout cela pour dire quoi? Bien que les maths sont une source de vérité pure et fondamentale. Certes, 2 plus 2 feront toujours 4, car les maths sont cohérentes entre elles. Elles sont logiques, mais la mathématique dans sa globalité n'est en soi qu'un langage de plus. Et si les mots de ce langage sont logiques et cohérents entre eux, cela ne veut pas dire que ce langage, en lui-même, est une représentation de la réalité. Alors oui, les mathématiques sont pratiques. D'ailleurs, à ce sujet, les philosophes nous disaient que les sciences
nous apporter des vérités pratiques, à différencier avec des vérités pures. Cependant, comme nous l'avons mentionné précédemment, l'univers est bien trop complexe, bien trop grand pour pouvoir le décrire parfaitement. En bref, les maths sont une création, un langage qui, par sa haute rigourosité, nous permet d'effleurer la réalité, au travers de vérités pratiques. Les maths ne sont que le trou de serrure de l'immense porte des questionnements métaphysiques qui nous séparent de la réalité absolue. En d'autres termes, nous connaissons les choses telles que nous les voyons, et nous voyons les choses telles que nous les connaissons. Au final, si la nature est la reine des maths, c'est parce que ces deux choses ne sont pas bien différentes. Presque comme si la réalité, du moins notre perception de la réalité, pouvait se manifester sous différentes façons, en se métamorphosant et en prenant l'apparence d'équations mathématiques ou l'apparence d'une nature, d'un cosmos, d'un univers. Et selon moi, toutes ces façons de percevoir la réalité de manière plus rationnelle, plus sensationnelle, dépendent de la poésie que chacun mettra dedans. Et toutes ces facettes de la réalité ne sont que différents angles de vue d'une seule et même chose. Pour conclure, je tiens à vous rappeler que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'a aucune légitimité à être une façon de voir supérieure aux autres. Toute cette vidéo sur la nature, les mathématiques et la nature des mathématiques n'est rien de plus pour moi qu'un carnet de brouillon sur lequel j'écris mes pensées. Je n'espère pas non plus que vous soyez d'accord avec moi. J'espère seulement que cette vidéo vous aura permis de réfléchir. Car entre nous, il serait un peu prétentieux que je vous dise que je détienne le message de la vérité tel un messie. Nonobstant, à toutes celles et ceux qui trouvent que cette rationalisation de la nature n'est qu'une vision terne de voir les choses et que je ne laisse aucune place à la magie, j'aimerais leur dire qu'ils sont bien angoissés, car je trouve ça dommage de devoir nécessairement et inlassablement rajouter une touche de féerique, de magie, de surnaturel, d'extraordinaire à tout ce qui nous entoure. Car cela veut dire que ces personnes ne perçoivent aucune poésie, aucune beauté naturelle dans cet univers, dans la réalité pure et sans paillettes. Car oui, il n'y a pas besoin d'ajouter de poussière magique par-dessus notre monde, car celui-ci est déjà magique en sa façon, passionnant et d'un intérêt sans nul égard. Bref, mathématiser la nature, ce n'est pas la rendre terne ou dénuée de toute imagination, mais bien au contraire, c'est rendre réel et vivant ce que l'on imaginait. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et en attendant la prochaine, je vous invite à cliquer sur l'une des deux vidéos qui s'affichent à l'écran, ou à aller faire un tour sur les anciennes vidéos de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, et on se dit à très bientôt.